Bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour un nouveau live lecture de sciences sociales. On est évidemment sur le livre Le petit traité de manipulation à l'adresse des honnêtes gens, qui donc a été écrit par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Et ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de lecture parce qu'il y avait New World qui était sorti, et du coup j'étais sur New World et c'était bien. Mais quand même, on s'y remet, on va se concentrer de nouveau un petit peu sur les lives lecture de sciences sociales, hein, et on va entamer le chapitre 4. On va entamer le chapitre 4 qui est le pied dans la porte. Les bonnes actions de Madame O. Madame O est aux 400 coups le samedi matin. C'est le jour de ménage et les courses de la semaine. On ne peut malheureusement pas tout acheter en ligne sur AMZ. Qu'est-ce que AMZ? Amazon. Ok. Alors en fait c'est Amazon. Voilà. Ils ont beaucoup d'humour, les auteurs, sachez-le, quand ils rendent les choses anonymes. Ce samedi-là, Madame O ne déroge pas à ses habitudes. 7 heures, elle fait déjà ses vitres. 8 heures, tout en avalant son petit déjeuner, elle arrose ses plantes du salon. 9 heures, elle achève les sols. 10 heures, il est temps, après une bonne douche, de foncer au supermarché. Par chance, elle a récupéré la veille sa voiture, qui a été immobilisée depuis 15 jours. Au moment où elle s'apprête à démarrer, un jeune homme lui demande gentiment de bien vouloir lui consacrer 2 minutes. Évidemment, elle préférait ne pas perdre son temps. Mais comment refuser 2 minutes à quelqu'un qui vous le demande gentiment? D'ailleurs, il n'a pas attendu son approbation. Nous mettons en garde les habitants du quartier contre un projet de nouvelle rocade qui risque de défigurer tout le sud de Dolmos sans résoudre pour autant les problèmes de circulation. Vous êtes au courant, je suppose. La presse locale a effectivement évoqué ce projet à plusieurs reprises. Madame O s'en souvient maintenant. Le jeune homme poursuit. Cette rocade dénaturerait complètement les berges de notre fleuve, actuellement si agréable, créerait un engorgement quasi permanent en place de la cathédrale, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas fait pour faciliter le recueillement. Madame O ne peut être que sensible à ces arguments de bon sens. Elle signe donc la pétition que lui tend le jeune homme après avoir griffonné à la hâte, sur l'insistance du jeune homme, son nom et son adresse. 10h30, la voilà enfin sur le parking du supermarché. Pour une fois, elle trouve une place à l'ombre et un caddie à proximité. L'éclatement d'une bouteille de verre, tout près, attire son attention. Une maladroite vient de répandre le contenu de son sac de provisions. Quelle empotée, pense tout bas Madame O, alors qu'elle hâte le pas vers l'entrée de la galerie marchande. Elle connaît le supermarché comme sa poche, et l'emplacement des produits n'a guère de secret pour elle. En moins d'une heure, l'opération est terminée. Un détour par le rayon charcuterie. Elle a bêtement oublié le saucisson d'âne dont son mari raffole. Et il ne reste plus qu'à choisir la caisse la moins encombrée. Pas si simple, un samedi matin. Par bonheur, en voici une qui s'ouvre. Elle ne sera que la 5e. Pourriez garder mon tour, lui demande la petite dame qui la précède. Je viens subitement de me rendre compte que j'ai oublié le chocolat pour mon petit-fils. Allez-y, madame, vous avez le temps, répond-elle avec bienveillance. À peine midi. C'est une aubaine cette caisse, je n'aurais finalement pas trop attendu. Elle en profite pour flâner un moment dans la galerie. Ici, elle s'enquiert du prix d'un service à thé. Là, elle choisit son futur maillot de bain. Là encore, elle prend conseil sur la meilleure façon de soigner ses fougères naines. Il est temps de rentrer malgré tout. En face d'elle, de l'autre côté de la grande porte automatique, une hôtesse surmenée laisse choir une rame de prospectus. La pauvre, compatit Madame O. Elle abandonne sans la moindre hésitation son caddie et voilà qu'elle s'empresse d'aider la malheureuse à rassembler ses prospectus. 14h, Madame O peut enfin profiter du confort que lui offre son nouveau canapé. Elle a fini par s'habituer à sa couleur rose. Elle se serait sûrement endormie si le téléphone n'était pas venu perturber la quiétude du moment. Allô, Madame O, je suis André Fenouillère, secrétaire du comité de défense de l'environnement de votre quartier. J'aurais un service à vous demander. Nous souhaitons mettre en garde la population contre le projet de rocade sud dont vous avez certainement entendu parler. Nous avons besoin de quelqu'un cet après-midi pour distribuer des tracts sur le boulevard Alexandre Dubecq. Aussi, je me permets d'appeler les gens du quartier. Évidemment, vous faites comme vous voulez, mais votre concours nous serait très précieux. Combien de temps cela me prendrait-il? 1 heure, 2 maximum. C'est ainsi que Madame O fut conduite à distribuer des tracts dans la rue, de bonnes heures durant, un samedi après-midi. Ne tombez pas dans le panneau. Donc là, c'était la mise en situation, évidemment, et on va tomber dans l'analyse du pourquoi. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que son comportement est dû à ça?
Dans le récit précédent, Madame O est amenée à tenir 2 conduites significatives. La première, dans la galerie du supermarché, est ce qu'on appelle communément une bonne action, aider quelqu'un dans l'embarras. La deuxième relève plutôt du militantisme, distribuer des tracts pour une bonne cause dans les rues de son quartier. Si nous disons que Madame O est amenée à tenir ces 2 conduites, c'est parce que pour l'une comme pour l'autre, nous pouvons repérer dans la trame des événements le principe d'un phénomène que les commerçants connaissent au moins aussi bien que celui d'amorçage ou de leurre. Le phénomène du pied dans la porte. Ce principe consiste à demander peu, avant de demander beaucoup. Dans les 2 cas, en effet, la conduite observée a été préparée par une conduite préalable peu coûteuse, pour ne pas dire totalement anodine. Ainsi, le comportement d'aide à l'hôtesse a été préparé par le fait de garder le tour de quelqu'un dans une file d'attente. Le comportement militant a été préparé par le fait de signer une pétition. Ces comportements préparatoires sont donc des plus courants. Ils sont de ceux que l'on effectue volontiers dans l'existence sociale, sans avoir le sentiment de mettre le doigt dans un quelconque engrenage. Et pourtant, ces comportements sont suffisants pour rendre le plus probable la réalisation d'autres comportements allant dans le même sens, même s'ils sont plus coûteux. Souvenons-nous, à son arrivée au supermarché, Madame O n'a pas émis le moindre comportement d'aide, alors qu'elle en avait occasion, aider la personne qui venait de renverser son sac sur le parking. Elle n'offrira son aide à une inconnue que lors d'une seconde occasion, la chute des prospectus, après avoir été préparée par le service fortuit rendu à la petite dame dans la file d'attente. De la même façon, il est probable que sans la signature tout aussi fortuite d'une pétition, et donc d'un comportement préparatoire militant, Madame O n'eût jamais accepté de distribuer des tracts. Bien que ces 2 couples d'événements se ressemblent, une différence importante les distingue. Dans un cas, le second comportement est obtenu sans que Madame O ait fait l'objet d'une sollicitation de la part d'autrui. C'est spontanément qu'elle s'est accroupie à côté de l'hôtesse pour l'aider à ramasser ses prospectus. Personne ne lui a rien demandé. Dans notre cas, c'est en réponse à la demande expresse d'autrui qu'elle distribue des tracts. La séquence qui amène Madame O à distribuer des tracts est caractéristique d'une procédure dite de pied dans la porte classique, dans laquelle le comportement attendu fait l'objet d'une requête explicite. La séquence qui amène Madame O à aider l'hôtesse est caractéristique d'une procédure de pied dans la porte avec demande implicite, dans laquelle le comportement attendu ne fait plus cette fois l'objet d'une demande verbale. C'est à Palo Alto, en Californie, que Friedman et Fraser, en 1966, réalisèrent les premières démonstrations expérimentales de l'effet de pied dans la porte. Ces démonstrations ont d'autant plus intérêt qu'elles furent menées sur le terrain, auprès de véritables ménagères. Dans une première expérience, les chercheurs avaient pour projet d'inciter des ménagères à recevoir chez elles, soi-disant dans le cadre d'une enquête portant sur les habitudes de consommation des familles américaines, une équipe de 5 ou 6 hommes après les avoir avertis. D'abord, que l'enquête était relativement longue, 2 heures environ. Ensuite, que les enquêteurs devraient avoir toute liberté de fouiller dans la maison afin d'établir la liste des produits de consommation s'y trouvant. Il s'agissait donc d'une requête difficilement recevable. Et de fait, moins d'un quart des ménagères acceptèrent telle quelle que l'enquête soit réalisée chez elles. 22,2% très exactement dans la condition contrôle. Le recours à la technique du pied dans la porte allait permettre à Friedman et Fraser de doubler le nombre de ménagères conciliantes. La méthode utilisée consista à amener, dans un premier temps, les ménagères à participer à une courte enquête téléphonique, comportement préparatoire. Répondre à 8 questions anodines sur leurs habitudes de consommation. 3 jours plus tard, elles étaient sollicitées pour recevoir chez elles l'équipe d'enquêteurs. En procédant ainsi, c'est-à-dire en faisant procéder la requête finale coûteuse, recevoir chez soi 5 ou 6 enquêteurs, par une enquête initiale peu coûteuse, mais mettant en jeu un comportement permettant une même identification, participer à une courte enquête téléphonique sur ses habitudes de consommation, Friedman et Fraser parvinrent à obtenir un taux d'acceptation de 52,8%. De 22,2 à 52,8, le gain est substantiel. Donc là, en gros, ce qu'il nous explique, c'est que ce qu'il faut pour faire un pied dans la porte, c'est pas juste te demander un service et puis c'est bon quoi. C'est qu'il faut avoir un comportement, une demande qui est moins grosse, qui est moins coûteuse que la véritable demande qu'on a. Donc ça sera toujours une première demande qui sera moindre, qui sera plus simple à accepter. Et c'est pour ça que d'ailleurs généralement elle est acceptée. Et derrière, il faut que les 2 demandes soient en relation, soient sur une même thématique. Par exemple, si on te fait une première demande qui est sur être gentil et que derrière on te fait une deuxième demande sur le fait d'être militant, ça va pas forcément coller en fait, parce que le premier acte ne va pas préparer au deuxième.
Et justement, il est là tout l'intérêt, c'est que c'est un acte préparatoire. La première demande doit préparer la deuxième. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit dans la même thématique. Sinon, il n'y a pas de lien qui se mette en place. Et du coup, c'est comme s'il n'y avait pas eu de première demande. Puisque, factuellement, même s'il y a eu une première demande, elle n'est pas sur le même thème, donc ce n'est pas une première demande dans ce thème-là. Je suis désolé, j'ai des problèmes de nez qui me coincent un peu, c'est agaçant. Et donc du coup, le principe vraiment le principe vraiment qu'il va y avoir, c'est de mettre en place donc une demande préparatoire dans la même thématique pour réussir à déclencher l'acceptation plus facile de la demande plus conséquente. Même là, dans le cas donc, de Friedman et Fraser, où la demande plus conséquente est acceptée, elle n'est acceptée qu'à 52%. Donc il y a une personne sur deux qui, si elle est préparée, va répondre positivement à la chose. Ce qui est déjà énorme, hein, parce qu'encore une fois, bah, c'est le double de ce qui était accepté de base sans demande préparatoire. Donc il y a un gain, et il y a un gain substantiel, il y a un gain conséquent qu'on voit. Pour autant, ça reste quand même que... comment dire ça, ça ne reste valide que dans un cas sur deux. Il y a quand même une personne sur deux où il ne sera pas, sujet à répondre à ce genre de procédure. Mais c'était quand même intéressant à savoir. Ces chercheurs obtiennent des résultats encore plus marqués dans une seconde expérimentation, en parvenant cette fois à mener 76%, ce qui est énorme, des ménagères sollicitées à accepter la requête finale. En l'occurrence, à autoriser la pose dans leur jardin d'un grand panneau appelant les automobilistes à la prudence. Comme précédemment, cette requête n'a été formulée qu'après avoir obtenu d'elle, une dizaine de jours auparavant, un comportement préparatoire relevant de la même identification. Donc encore une fois, on revient sur l'idée qu'il faut la même identification. Il faut une même thématique dans les deux demandes, sinon ça ne marche pas. Mettre sur la fenêtre une minuscule pancarte, 3 cm sur 4 environ, sur le terme de la prudence au volant. On appréciera toute l'efficacité de la technique du pied dans la porte, lorsqu'on saura que seulement 16,7% des ménagères acceptèrent la pose du panneau dans une condition contrôle, condition dans laquelle elles n'avaient pas été invitées préalablement à mettre une petite pancarte sur leur fenêtre. De 16,7% à 76%, il a de quoi faire rêver tout démarcheur ou tout militant. Pas forcément, hein. À propos du militantisme, il faut savoir que l'aventure de Madame O n'était pas sans précédent. Kessler et ses collaborateurs dans Kessler, étude de 71, avaient en effet déjà utilisé avec succès la signature d'une pétition comme comportement préparatoire pour amener des jeunes femmes à accepter de se livrer à des activités militantes plutôt coûteuses, distribution de tracts et tenue d'une permanence notamment. Donc effectivement, on leur demande beaucoup, parce que aller pendant 1-2 heures ou plus poser des tracts dans la rue, proposer des tracts dans la rue, ça demande des efforts, ça demande de l'engagement, ça demande une étiquette politique aussi qui va s'accoler à vous, forcément, parce que si vous allez faire telle ou telle action politique, vous allez y être assigné. Donc il y a vraiment une demande qui est conséquente, et pareil pour évidemment la tenue d'une permanence. La tenue d'une permanence, vous allez tenir un lieu pour qu'il soit ouvert en permanence, c'est le principe d'une permanence. Et politiquement, c'est vous placer quand même comme un support assez engagé dans le mouvement pour aller tenir justement cette permanence. Donc c'est quand même effectivement des actes qui peuvent être très coûteux et voire même plus coûteux que ce qu'on pourrait croire. Plus coûteux que ce qu'on pourrait croire. Le pied dans la porte classique. Ces premières expériences nous éclairent sur le principe opérationnel du pied dans la porte classique, principe auquel on obéiront les recherches qui seront réalisées par la suite. On extorque au sujet un comportement préparatoire non problématique et peu coûteux, évidemment dans un contexte de libre choix, par conséquent dans des circonstances facilitant l'engagement. Le comportement préparatoire peut, à juste titre, être qualifié de non problématique et de peu coûteux, car le pourcentage de personnes qui acceptent en toute liberté de l'effectuer est toujours, dans les recherches, extrêmement élevé. Dans la plupart des recherches, ce pourcentage est même proche de 100%. Une fois le comportement préparatoire obtenu, une requête portant sur une nouvelle conduite, plus coûteuse, est explicitement adressée au sujet. De fait, il s'agit de conduites qui, dans les groupes contrôle, sans comportement préparatoire donc, sont refusées par une très grande majorité des personnes. L'effet de pied dans la porte traduit à nouveau un effet de persévération d'une décision antérieure. Les sujets engagés, dans un premier comportement librement décidé, accédant plus facilement à une requête ultérieure, plus coûteuse, pour peu qu'elle relève de la même identification de l'action. Alors là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il vous explique bien qu'est-ce qu'on définit comme étant un acte coûteux ou un acte non coûteux. Et ça, c'est très important aussi, hein. Ça, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles, quand on va étudier
une recherche, par exemple en sciences sociales, là en l'occurrence, c'est le genre d'éléments sur lesquels on va pouvoir attaquer si on veut dire que bah, c'est pas forcément la recherche la mieux traitée, la plus solide, ce genre de choses. On a vraiment besoin de comprendre comment est-ce qu'ils définissent les différentes définitions des différentes valeurs qu'il y a dedans. Comment est-ce qu'ils ont construit la chose. Et là, typiquement, ce qu'ils définissent comme étant un acte peu coûteux, c'est un acte qui, quand il est présenté comme ça sans rien d'autre, est accepté en grande majorité des cas. Donc, de fait, si la très grande majorité des cas l'acceptent, c'est qu'il est a priori peu coûteux. Et on va expliquer le fait qu'il y ait quelques individus pour refuser cet acte quand même, comme étant plutôt dû à leur personnalité, dû à leur individualité propre, que au fait que l'acte est coûteux. S'il n'y a que quelques personnes qui refusent alors que la grande majorité accepte, c'est qu'a priori l'acte, en grande majorité, si on le transpose sur la population générale, reste peu coûteux. A contrario, un acte très coûteux, ça va être si la grande majorité des gens, quand on leur présente cette demande initiale directement, ne vont pas y réagir ou vont refuser. Et là, à ce moment-là, on va se dire exactement la même chose. C'est pas parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont dit ah bah oui, c'est bon, je le fais quand même, que ça veut dire que c'est pas coûteux. Non, très clairement, pour la grande majorité, c'est coûteux puisqu'ils refusent. S'il n'y a pas d'acte préparatoire, s'il n'y a rien en dehors de cette demande coûteuse, si c'est refusé en grande majorité des cas, c'est que c'est coûteux. Et donc ça c'est très important, parce que c'est pas parce que pour vous telle action par exemple, c'est un peu ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est un moyen de justement vérifier qu'il n'y a pas de biais de confirmation dans la recherche, dans la procédure. C'est que le biais de confirmation c'est quand vous allez avoir la preuve parce que moi je vois ça. Mais c'est pas parce que vous voyez ça que ça reflète une réalité générale. Et c'est là le truc qui est important, et c'est à ça qu'on voit que les études sont plutôt solides, c'est que justement ils prennent en compte que c'est pas parce qu'à un moment donné ils ont pris tel échantillon que c'est bon, ça reflète tout et tout le monde. Non, il faut bien étudier les choses, parce que quand vous faites un test comme ça, généralement vous avez des pré-tests, c'est-à-dire que vous allez faire un petit test sur 20, 30 personnes, un truc comme ça, voir vite fait si ça a l'air de coller, si ça a l'air d'être solide, et après vous faites votre étude sur une bien plus grande quantité de personnes. C'est comme ça qu'on crée les outils en fait, on les teste d'abord sur un petit public et ensuite on les diffuse plus largement. Et les recherches c'est exactement le même principe. Quand vous construisez une recherche, votre recherche c'est des outils en fait, ce sont des outils, au même titre que d'autres choses dans d'autres cadres, par exemple en ingénierie ou autre. Donc vous êtes obligé de tester d'abord à petit échelon, et si ça répond bien aux demandes et aux présupposés que vous avez, là vous commencez à le généraliser. Et donc c'est là où on voit l'intérêt de bien définir exactement qu'est-ce qu'on met derrière telle ou telle définition et comment est-ce qu'on construit, parce que ça permet justement que si votre petit échantillon de pré-test qui était fait de 20 personnes admettons répondait pas bien, pas bien, n'était pas représentatif d'un beaucoup plus grand groupe, en mettant vraiment comme quoi le comportement peu coûteux est issu de ce qui est largement accepté par tous. Ça veut dire que quand tu vas passer à un gros groupe et que tu vas tester, si tu tombes sur des résultats qui sont complètement inverses à ce que tu avais dans ton petit groupe de pré-test, c'est cela que tu vas prendre en compte, c'est pas le pré-test. Parce que tu as conscience justement que tu peux être soumis à un biais de confirmation. C'est pas parce que tu as interrogé 5 personnes que les 5 personnes sont représentatives de la population. Bien au contraire. C'est d'ailleurs pour ça qu'en études sociologiques, en études de psychologie sociale ou en sociologie plus classique, on va aller enquêter des très grands groupes pour représenter le mieux, le plus fidèlement la population. Parce que en fait, tu peux pas partir du principe que les 3 personnes que tu as interrogées à côté sont représentatifs. Ça n'a pas de sens. Et plus tu vas interroger de personnes, plus tu as de probabilité que cet échantillon soit une bonne représentation de la population. D'ailleurs, je vais me permettre de faire un petit aparté sur qu'est-ce qu'un échantillon, qu'est-ce qu'une population. Un échantillon, c'est un tout petit groupe de la population. La population, c'est le total. Voilà, juste comme ça, je définis les termes, parce que c'est important. Pour moi, c'est des choses qui me vont, on va dire, de manière assez de soi, mais bon, moi je suis un scientifique à la base, donc forcément c'est des termes que j'ai l'habitude d'user, puisque bah, c'est ce que je faisais comme recherche, c'est le genre de langage que j'utilisais en recherche, en laboratoire de psychologie, donc forcément pour moi ça me semble évident, mais c'est pas forcément le cas pour tous, donc je préfère préciser. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, si vous avez de la moindre question dans le chat, de me poser qu'est-ce que ça veut dire ça, ou je comprends pas tel ou tel élément, je suis là pour vous y répondre et vous éclairer les choses le plus possible. Tout se passe comme si l'engagement dans un type de conduite identifié, par exemple des conduites militantes, des conduites de solidarité, mais aussi hélas des conduites de délinquance,
déboucher sur un phénomène de persévération décisionnelle, qui n'est pas sans rappeler les phénomènes de persévération observés dans les situations d'escalade d'engagement. Pied dans la porte et escalade d'engagement diffèrent toutefois sur un point essentiel. Dans le pied dans la porte, la persévération d'une décision antérieure nous incite à effectuer de nouvelles conduites essentiellement caractérisées par leur coût, alors que dans l'escalade d'engagement, la persévération de la décision initiale nous incite à effectuer de nouvelles conduites essentiellement caractérisées par leur caractère dysfonctionnel. Alors là, c'est un peu compliqué, parce qu'il utilise des termes un peu plus comment dire, soutenus, on va dire. En gros, il vous explique que ça a l'air de coller à ce qu'on avait déjà vu donc dans les précédents lives de lecture, qui était tout simplement l'escalade d'engagement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes engagé dans un processus, vous avez tendance à rester dans ce processus, même si les faits vous montrent que le processus n'est pas adéquat, que c'est une erreur, que vous vous plantez. Bah, vous avez tendance à rester dedans, notamment à cause de certains mécanismes comme l'investissement. Plus vous avez investi en fait dans ce processus, dans cette conduite, moins vous avez envie de revenir en arrière, même si les résultats sont mauvais, parce que vous vous dites mais j'ai beaucoup investi et si je repars de côté, si je repars à zéro, je perds cet investissement. Donc on reste en espérant que l'investissement qu'on a depuis un moment va finir par porter ses fruits. Alors que probablement pas, et que du coup on continue à faire des erreurs, mais bon, bref. Et donc là, il nous dit que c'est un petit peu le même genre de mécanisme. En fait, on s'est engagé dans un processus. Puisqu'on s'est engagé dans ce processus-là, on a tendance à rester dans ce processus-là. Sauf que comme il le dit, le pied dans la porte va plus porter en fait sur le coût. Il y a un premier processus pas très cher. Il y en a un deuxième qui est beaucoup plus cher. On va accepter le deuxième beaucoup plus cher parce qu'on a accepté le premier. Là où dans les processus d'escalade de l'engagement, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement, parce qu'on voit que ça ne marche pas, qu'on veut continuer, parce qu'on a déjà investi et que du coup si on arrête, c'est remettre à zéro cet investissement et c'est perdre cet investissement en temps, en argent, en personne, peu importe. Donc du coup ça ne porte pas tout à fait sur le même objet, mais c'est des mécanismes qui restent semblables, on va dire. Ils ne sont pas identiques mais qui restent semblables. Il y a des parallèles assez logiques à faire. À votre bon cœur. Malgré les très nombreuses recherches réalisées depuis, les expériences originelles de Friedman et de Fraser restent une référence historique essentielle en matière de pied dans la porte. Elle nous éclaire cependant que sur l'efficacité de la technique du pied dans la porte pour ce qui est des intentions comportementales. Nous connaissons le pourcentage de ménagères qui ont accepté de recevoir chez elles une équipe de 5 à 6 enquêteurs, ou qui ont accepté l'implantation dans leur jardin d'un panneau incitant les automobilistes à la prudence. Mais nous ne connaissons pas le pourcentage de ménagères qui auraient effectivement reçu l'équipe d'enquêteurs, ou qui seraient effectivement allées jusqu'à la pose du panneau dans leur jardin, les expériences n'ayant pas été conduites jusqu'à ce terme. Donc là, ce qu'il précise, c'est les intentions. En fait, voilà, les expériences sont très intéressantes, c'est les premières expériences sur ce domaine-là, donc ça reste très 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 important. Pour autant, ces expériences ne sont pas menées à leur terme effectif, dans le sens où l'action qu'on demandait, qui était très coûteuse, n'est jamais réalisée. On ne va pas installer un grand panneau dans ton jardin, on ne va pas faire venir 6 personnes chez toi pour analyser tous tes placards. Et que du coup, potentiellement, les résultats auraient peut-être été différents. On a peut-être 76% des personnes qui acceptent de mettre un panneau pour sensibiliser les automobilistes, ok. Dans les faits, si tu avais les ouvriers qui étaient là dans ton jardin en train d'installer le truc, ou qui allaient venir pour installer ton truc, ton panneau, combien auraient dit oui, et combien auraient dit non, mais en fait je refuse. Si ça se trouve, dans l'effectif, on aurait peut-être que 16% des personnes qui auraient accepté vraiment, concrètement, d'avoir un panneau. Ou pas. On n'en sait rien. Justement, c'est là tout le problème. On n'a que les intentions. On n'a pas la réalisation actuelle véritable. Mais entre nous, il est difficile d'imaginer quelqu'un ayant accepté une enquête soit effectuée chez lui refuser d'ouvrir sa porte à l'équipe d'enquêteurs venus la réaliser. Difficile encore d'imaginer quelqu'un ayant accepté la pose d'un panneau de signalisation routière dans sa propriété se déjuger au dernier moment. Il reste que les pourcentages d'acceptation obtenus par Friedman et Fraser portent sur des intentions comportementales et ne peuvent donc être tenus comme référents de comportements effectifs. De nombreuses recherches inspirées par les modèles de l'action raisonnée et de l'action planifiée, comme Hzen en 88, bien connus aujourd'hui des praticiens du marketing, ont abouti à la conclusion qu'il y avait finalement, loin des intentions comportementales prédites par ces modèles, au comportement effectif. Aussi, bien que l'effet de pied dans la porte relève d'un cadre théorique différent, est-il légitime de se demander si cet effet concernait aussi les comportements effectifs ? Cette question a été tranchée dans une expérience à peine moins ancienne que celle de Friedman et Fraser. On la doit à Pliner,
Ost-Kol-Sahari en 1974. Elle présente en outre un intérêt qui ne présentait pas les expériences précédentes. Et cet intérêt n'échappera à personne. Il est question d'argent. Ah bah oui, dès qu'on met de l'argent tout de suite. Nous sommes dans les faubourgs de Toronto, au début des années 70. Une jeune femme fait du porte-à-porte. Elle travaille pour une association luttant contre le cancer. Elle demande aux personnes ayant bien voulu la recevoir de porter le lendemain, épinglée au revers d'un vêtement, une petite jonquille en plastique, le comportement préparatoire. Afin de faire un peu de publicité pour la collecte de fonds qui doit être organisée. Tout le monde accepte. Le jour suivant, une autre femme les sollicite chez elle dans le cadre de cette collecte. 74,1% d'entre elles firent un don. Montant moyen, 0,98$. Les résultats sont tout autres dans une condition contrôle, donc sans comportement préparatoire, dans laquelle les habitants du quartier n'ont pas été préalablement invités à porter une jonquille. Dans cette condition, 45,7% seulement des personnes sollicitées acceptent de faire un don, et le montant moyen est de 0,58$. Nous retrouvons donc l'effet classique du pied dans la porte, l'acceptation du port de la jonquille, comportement préparatoire, pour appuyer une cause donnée, affecte la probabilité d'effectuer ultérieurement un don au profit de la même cause. Et cet effet concerne bien, cette fois, un comportement effectif, comportement qui, dans notre culture, illustre parfaitement la notion de coût d'un acte au sens littéral du terme. L'efficacité de la technique du pied dans la porte ne se limite d'ailleurs pas ici à la probabilité d'obtenir un don. Elle porte aussi sur le montant moyen des dons recueillis, ceci étant 2 fois plus élevé. Donc là, tout simplement, la critique a été faite assez rapidement, donc c'est celle que j'avais commencé à vous dire tout à l'heure, c'est que c'est des intentions. La première expérience ne teste que les intentions. Et il y a des intentions de faire tel ou tel comportement, mais comme l'expérience ne va pas assez loin, on ne sait pas le pourcentage de ces comportements réellement effectués, qui sont réellement faits par les publics. Et donc du coup, il y a une autre expérience qui a été faite, parce que évidemment ces critiques-là ont été faites, donc un autre scientifique, là en l'occurrence un autre groupe de scientifiques, se sont dit, bon bah, il y a cette expérience-là qui est intéressante, qui est cool, mais qui teste pas tel aspect, à savoir le comportement réalisé, bah c'est simple, on va aller le faire. Voilà. Et donc du coup ils ont testé sur les dons en l'occurrence, et ce qu'on constate c'est qu'il y a 2 effets. Un, évidemment, il y a un effet des comportements réalisés qui est plus présent, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui acceptent de donner que de personnes qui acceptent de donner sans la condition préparatoire. Donc il y a un effet de l'acte préparatoire, il y a un effet de pied dans la porte, puisque les gens sont plus nombreux à accepter de donner. Et derrière, il y a un deuxième effet qui est sur la quantité des dons, puisque les gens sans acte préparatoire donnent une certaine quantité d'argent, et les gens qui ont eu l'acte préparatoire donnent 2 fois plus. Donc non seulement il y a un effet de les gens sont plus engagés à faire la deuxième action, mais en plus de ça, les gens vont aller plus loin dans l'acte engagé. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Hop là. Un bon pied dans la porte. Peut-être les paragraphes précédents auront-ils donné des idées à celles et ceux dont l'intention avouée est d'obtenir quelque chose d'autrui. Imaginons par exemple que vous souhaitiez voir votre cousine Aphrodite mettre sa maison de campagne à la disposition de votre club de collectionneurs de boîtes d'allumettes suédoises durant le prochain week-end. C'est très précis, c'est super précis. Vous pensez, non sans raison, que la technique du pied dans la porte peut vous aider, et vous vous interrogez sur la meilleure façon de le mettre en œuvre. Certes, vous en connaissez le principe de base, mais restent quelques petites questions d'ordre pratique, pour lesquelles vous ne disposez pas encore de réponse. De nombreuses réponses peuvent vous être apportées, à la lumière de recherches dans lesquelles ces questions ont précisément été traitées. Ces recherches ont du reste fait l'objet de ce que les statisticiens appellent des méta-analyses. L'intérêt des méta-analyses réside dans la prise en compte des résultats de nombreuses recherches, le plus souvent la totalité des expériences publiées dans les revues internationales, dans lesquelles les chercheurs s'intéressent aux mêmes effets. Il est ainsi possible d'avancer des conclusions générales qui ne seront pas fondées sur une seule, mais le plus souvent sur plusieurs dizaines de recherches, plusieurs centaines quelquefois. Les méta-analyses permettent donc de savoir si l'effet étudié est avéré ou pas. Elles permettent aussi d'en apprécier l'ampleur et les conditions d'obtention. Pour ce qui est du pied dans la porte, toutes les méta-analyses conduisent à la même conclusion. L'effet de pied dans la porte est un effet sûr, fidèle, même s'il n'est pas très puissant.
Beeman, Cole, Preston, Clance et Stebley en 83, Dillard, Hunter, Burgon en 84, Burger en 99. Les méta-analyses ont en effet tendance à minimiser l'importance des effets, car les chercheurs, davantage guidés par les ambitions théoriques que par des visées pratiques, ne se mettent pas toujours délibérément dans les conditions optimales. La force de cet effet dépend évidemment de la façon dont on a pu l'obtenir. Il y a des façons de s'y prendre qui peuvent l'optimiser, au point de donner lieu à des résultats aussi spectaculaires, voire plus spectaculaires que ceux de Friedman et Fraser, que nous avons rappelés. Il en est d'autres qui, au contraire, peuvent le contrecarrer. Mais revenons à notre cousine Aphrodite, à votre cousine Aphrodite, et à sa maison de campagne. Alors là, un point qui est intéressant, c'est qu'il parle vite fait des méta-analyses. Donc les méta-analyses, comme il l'explique, c'est une analyse de tous les contenus, ou en tout cas une grande majeure partie des contenus qui sont dans un champ de recherche assez lourd, assez fort. Et ça c'est bien, parce qu'on tombe un peu sur ce que tout à l'heure je vous disais, quand vous avez le biais de confirmation, quand vous faites votre pré-test par exemple, et que vous interrogez juste quelques personnes, vous avez la possibilité, qui existe, c'est un fait, que malheureusement les gens du pré-test ne sont pas représentatifs. Pas de bol. Et là justement c'est ce qui se passe un petit peu avec une méta-analyse, parce qu'en vrai c'est improbable, mais ça peut arriver avec une recherche. Vous pouvez avoir mené une recherche qui à ce moment-là particulier, avec ce public-là particulier, a donné ces résultats-là, mais ces résultats-là peuvent ne pas être représentatifs en fait de la majorité de la population. Si ça se trouve, malheureusement, manque de bol, les conditions de la recherche ont fait que vous avez produit ce résultat-là. Mais dans la vraie vie que vivent les gens au jour le jour, ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas fonctionné. En dehors du cadre du laboratoire, ça plante. C'est con. Et donc là, ce qu'on va se faire en fait avec une méta-analyse, c'est qu'on va prendre toutes les recherches faites dans ce domaine-là et comparer les chiffres qui peuvent l'être, évidemment, pour voir si effectivement il y a quelque chose qui se dégage. Est-ce que vraiment, quand on prend toutes les analyses qui sont faites sur ce champ de recherche-là, les conclusions sont telles ou telles? Et ça c'est vachement important parce que justement ça permet de valider aussi sur le long terme et ça permet de valider notamment entre différentes cultures parce que vous avez une recherche qui peut être faite par exemple dans la culture française, en France, dans une université française, mais cette recherche si elle est faite par exemple dans une autre culture, admettons par exemple la culture américaine aux États-Unis, elle n'aura peut-être pas les mêmes résultats parce que peut-être qu'il y a des facteurs culturels qui vont jouer sur les comportements, qui vont jouer sur la manière de recevoir les éléments avancés et ainsi de suite. De même, si on le réalise dans une autre culture, par exemple indienne, est-ce que les résultats seront équivalents? Peut-être pas. Et c'est pour ça où justement avec les méta-analyses, on va prendre aussi à la surface du globe toutes les analyses qui ont été faites pour voir est-ce que c'est probant ou pas. Est-ce qu'on se rend compte que par exemple en Asie, tel comportement ne se réalise pas? Ou alors au contraire, est-ce que c'est plutôt en Occident que tel comportement ne se réalise pas alors qu'il se réalise ailleurs? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, avec la méta-analyse, affiner aussi un petit peu le champ de recherche et définir un peu plus facilement et un peu plus proprement le fonctionnement de tel ou tel mécanisme qu'on étudie. Ce qui encore une fois est assez important quand même, hein, on va pas se mentir. C'est normalement plutôt cool de prendre ça en compte. Reprenons. La première question qui vous préoccupe est relative au coût du comportement préparatoire que vous devez obtenir d'elle. Ce coût peut aller d'un acte aussi dérisoire qu'un don de quelques euros, jusqu'à un acte aussi important que celui qui consisterait à inviter à dîner les principaux membres de votre club. Il tombe sous le sens qu'une requête trop lourde pourrait vous être refusée, et ceci d'autant plus qu'en bonne règle, vous devez obtenir son acceptation dans un climat de liberté. Vous supposez également qu'un comportement préparatoire insignifiant pourrait ne pas produire les effets de persévération attendus. Il faut, bien entendu, un minimum d'engagement. Le spécialiste en pied dans la porte vous dira d'abord que vous raisonnez bien. Au-delà d'un certain coût, comme au-delà d'un certain coût du comportement préparatoire, la technique du pied dans la porte perd toute efficacité. Il vous dira ensuite qu'entre deux bornes, il reste une grande marge de manœuvre, à l'intérieur de laquelle vous pourrez, à votre convenance, effectuer un choix. L'efficacité de la technique du pied dans la porte, à l'intérieur de cette marge, étant peu affectée. Plusieurs recherches montrent même que lorsque deux comportements préparatoires de coûts différents donnent lieu à un effet de pied dans la porte, cet effet ne varie pas significativement. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est justement ce que permet de montrer les méta-analyses, c'est qu'en fait vous avez des éléments qui vont être renforçants
ils vont permettre plus facilement de mettre la deuxième demande en acceptation. A contrario, il y a d'autres demandes préparatoires qui vont pas du tout remplir les conditions, pas assez, parce qu'il faut qu'il y ait un certain coût. Il faut que l'engagement soit tout de même d'un certain, on va dire, dosage. Vous avez techniquement chaque demande, chaque engagement qui, si on les mettait sur une échelle qui n'existe pas, hein, mais si on les mettait sur une échelle allant de 1 à 10, 10 étant le plus engagé, 1 étant le moins engagé, si vous voulez avoir un bon acte préparatoire, il faut qu'il soit d'un certain dosage, on va dire là pour l'exemple peut-être entre 3 et 5, mais pas plus, pas moins. Parce que si vous mettez moins, la personne n'est pas assez engagée, et du coup derrière si vous faites une demande très engagée, hein, une demande qui est très lourde, qui donc sera au-dessus de 5, ça ne va pas marcher, parce que la personne n'est pas assez engagée par le premier acte, donc du coup il n'y a pas la persistance du processus qui se met en place. A contrario, si vous demandez trop, si vous demandez plus de 5, vous êtes déjà dans un coût élevé, et donc du coup en fait vous n'êtes plus dans un acte préparatoire, vous êtes directement dans la demande initiale qui en fait est déjà une demande qui aurait dû avoir un pied dans la porte. Et du coup forcément ça ne marche pas, puisque votre demande est déjà trop lourde, et donc du coup va déjà être probablement refusée, tout simplement. Donc c'est assez intéressant à prendre en compte. Il y a vraiment une espèce de dosage à avoir, à prendre en compte. Il faut ni trop ni pas assez. Ah, par contre aussi ça c'est intéressant. Plusieurs recherches montrent que même que lorsque deux comportements préparatoires de coups différents donnent lieu à un effet, cet effet ne varie pas. Ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que par exemple on reprend notre échelle, tu fais une demande initiale, donc une demande préparatoire qui est on va dire d'échelle 3 ou une demande préparatoire qui est d'échelle 5, peu importe. Dans les deux cas, tu es dans le bon paramétrage pour avoir une demande préparatoire, c'est la bonne demande préparatoire à avoir. L'effet qui se passe après est le même. Peu importe que tu aies utilisé l'échelle 3 ou l'échelle 5, au final, l'effet s'est enclenché. Une fois que l'effet s'est enclenché, il s'est enclenché et il est le même. Et ça, c'est intéressant à savoir, du coup. C'est quand même intéressant à savoir qu'il n'y a pas de renforcement. Il ne faut pas essayer de doser pour être le plus haut possible au niveau de l'engagement, mais toujours dans les bandes préparatoires. C'est pas pertinent. Au final, peu importe, tant que tu es dans les bonnes bornes, ça passe. Et ça passera de la même manière. Et ça, c'est intéressant à savoir, du coup. La deuxième question, qui vous semble importante, concerne le délai devant séparer le comportement préparatoire du comportement attendu. Devez-vous solliciter le comportement préparatoire le vendredi soir pour tenter d'obtenir dans la foulée la décision espérée? Ou devez-vous le solliciter plusieurs jours auparavant? Le spécialiste vous répondra qu'il ne connaît pas de recherches dans lesquelles les délais supérieurs à 7 ou 10 jours aient été testés, et qu'il ne sait donc pas si la technique du pied dans la porte conserve son efficacité avec un délai qui excède une dizaine de jours. Il vous dira néanmoins qu'il importe que l'individu concerné puisse établir un lien entre les deux requêtes, la deuxième devant au minimum lui permettre de se souvenir de la première. C'est bien sûr le cas lorsque les deux requêtes sont très rapprochées dans le temps, a fortiori lorsqu'elles sont formulées au cours de la même interaction. Mais c'est encore le cas lorsque ce délai est porté à 7 à 10 jours. C'est la raison pour laquelle au-dessus de ce maximum expérimental, tous les délais semblent se valoir. Ça, c'est intéressant. Au-dessous de ce maximum expérimental, tous les délais semblent se valoir. Ça, c'est intéressant à savoir. Pareil, dans le même ordre de valeur, que la demande lourde soit faite dans la foulée, tout de suite après la demande préparatoire, ou qu'elle soit faite 7 à 10 jours après, on a le même effet qui se met en place. Ça ne change pas. La seule condition, c'est évidemment de rappeler la condition préparatoire. Il faut que la personne arrive à faire le lien entre les deux demandes. Si tu ne fais pas le lien entre les deux demandes, c'est pas un acte préparatoire puisque c'est pas relié. Donc il faut bien réussir, quand tu fais ta demande coûteuse, à la relier à la demande préparatoire peu coûteuse. Par contre, encore une fois, le délai de 7 à 10 jours ou juste 3 minutes après, ça ne change rien. Ça ne change rien au final, que ce soit juste après ou que ce soit 7 jours après, vous avez le même effet. Une fois qu'il est mis en place, dans le même ordre d'idée du dosage, de quel niveau d'engagement, ça revient strictement au même. Une fois que le dosage est fait, peu importe le dosage qu'il soit exactement, il est dans les bonnes bornes, ça passe, ça fera le même effet. Et pareil pour le délai entre les deux demandes, que tu demandes 2 jours après, que tu demandes 7 jours après, on s'en fout, ça fait pareil. Par deux fois, le spécialiste vient donc de vous apporter des réponses qui vous laissent d'importantes marges de manœuvre. Il en irait de même si vous lui posiez les dernières questions qui vous préoccupent. Vaut-il mieux que ce soit la même personne qui formule les deux requêtes, ou est-il préférable que ce soit 2 personnes différentes? Pas la moindre importance. Vous répondra-t-il, ce qui prouve bien que l'individu est engagé dans un acte
et non vis-à-vis d'une personne particulière. Ça aussi, c'est pertinent. Du coup, la personne est engagée dans un processus, elle n'est pas engagée par rapport à un individu. C'est pas parce que c'est Jean Michmich qui est venu te faire ta demande préparatoire qu'il faut que ce soit Jean Michmich qui vienne te faire ta demande coûteuse derrière. Au final, on s'en fout. Il faut juste que ce soit dans le même thème. Il faut que ça soit sur le même domaine. Et c'est le seul truc qui compte. Parce que la personne ne s'engage pas par rapport à un individu, elle s'engage par rapport à l'acte. Et ça, c'est important à savoir. Demandez-lui encore s'il est important que votre cousine réalise vraiment le comportement préparatoire, ou s'il vous suffit d'obtenir de sa part la décision de le réaliser. Il vous répondra que la plupart du temps, la simple décision est suffisante. Ainsi, par exemple, des sujets ont-ils pu être engagés par la seule décision de participer à une courte enquête, sans même savoir à quelle date elle allait être réalisée. Cet engagement les ayant conduits par la suite à participer à une autre enquête, longue, fastidieuse, dont ils se seraient pourtant bien dispensés. L'un d'entre nous a même obtenu les effets de pied dans la porte après avoir fait savoir au sujet que finalement il ne pourrait pas effectuer le comportement préparatoire. Beauvois en 2001, ça c'est fort ça. Prudent, il vous recommandera néanmoins de vous arranger pour que le comportement préparatoire soit effectivement tenu, ou tout le moins pour que la personne ait pris la décision de le tenir et la certitude qu'elle fera bien ce qu'elle a décidé de faire. Ça c'est super intéressant. Parce que du coup, un des deux auteurs, donc Jean-Léon Beauvois en l'occurrence, a fait une étude, a priori en 2001, dans laquelle en fait, il informe les sujets que le comportement préparatoire, c'est du flan, ça ne marchera pas. Ils ne pourront pas le faire. C'est-à-dire qu'avant même de faire la demande coûteuse, admettons, on va leur dire, on va prendre l'expérience de tout à l'heure, répondez à cette enquête s'il vous plaît. Enfin, on va vous faire répondre à une enquête. Oui, ok, je m'engage à répondre à l'enquête. Derrière, on leur dit, en fait, cette enquête n'aura pas lieu. Cette enquête n'aura pas lieu. Soit, donc tu ne peux pas faire l'enquête, tu ne réponds pas à l'enquête, tu t'étais engagé à la faire mais tu ne peux pas, et tu sais qu'il n'y aura pas d'enquête. Et tu viens lui dire, est-ce que vous acceptez de recevoir 5 à 6 personnes, enquêteurs, chez vous pour fouiller vos placards? Et les faits marchent quand même. Alors que pourtant l'acte préparatoire, qui était de répondre à un questionnaire sur tes habitudes de consommation, machin truc, n'est pas fait, il ne peut pas être fait, et que tu l'as informé. Ça c'est quand même fort, ça c'est quand même très fort. C'est quand même très 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 fort. Et d'ailleurs ça prouve bien que la personne elle est engagée sur le processus, elle est engagée dans l'action, et pas à la personne ou quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, c'est ça qui montre tout l'intérêt, et on retombe sur les mêmes mécanismes qu'on a vu dans les précédentes VOD, dans les précédentes lectures, qui est l'escalade d'engagement. Au final, tu t'as commencé à t'engager, donc tu restes engagé quand bien même tu vois et tu constates que le premier ne peut pas être fait, ne peut pas être tenu. Et c'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo. C'est intéressant à savoir qu'on a ces proportions-là de comportement. Demandez-lui enfin si le comportement préparatoire doit nécessairement être de même nature que le comportement attendu, ou si les deux requêtes peuvent porter sur des comportements de nature différente. Il vous dira qu'habituellement, dans les recherches sur le pied de la porte, les expérimentateurs utilisent des comportements similaires. Par exemple, pour amener des gens à accepter en plus grand nombre de participer à une longue enquête par questionnaire, les expérimentateurs leur demandent antérieurement de participer à une brève enquête ne comportant que quelques questions. Certaines recherches montrent cependant qu'il est possible d'obtenir un effet de pied dans la porte avec des requêtes qui sont en définitive plutôt dissemblables. C'est en particulier le cas dans la recherche de Friedman et de Fraser qui vise à inciter des ménagères à accepter l'implantation dans leur jardin d'un panneau de signalisation routière. Ces chercheurs sont parvenus en effet, dans une condition que nous n'avons pas rapportée précédemment, à tripler le nombre de ménagères qui acceptent l'implantation du panneau en leur faisant préalablement signer une pétition sur un thème différent, la qualité de l'environnement. De tels résultats donnent à penser que la personne est en fait engagée dans un registre d'action qui peut s'avérer très large. Il peut s'agir par exemple des conduites d'entraide, de solidarité, de conduites militantes, etc. Mais il n'y a rien là qui ne puisse se comprendre. Deux psychologues sociaux, Wegner et Wallacker, en 1984, ont en effet proposé une théorie dont nous sommes déjà inspirés, et selon laquelle les gens s'efforcent de donner un sens très général à leurs actions, ou encore de les situer au plus haut niveau possible d'abstraction. Ces chercheurs disent que les gens s'efforcent de donner à leur action un niveau d'identification élevé, le plus élevé possible. Ainsi, une mère de famille préférera-t-elle dire qu'elle prépare le repas, ou encore qu'elle nourrit sa famille, plutôt que de dire qu'elle est en train d'éplucher des légumes ou de casser des œufs, qu'elle est pourtant objectivement en train de faire.
Ainsi, des étudiants préféreront-ils penser qu'ils préparent un examen, voire qu'ils préparent leurs avenirs, plutôt que de se dire qu'ils réalisent une fiche de révision, qu'ils effectuent des exercices de maths, et que c'est pourtant ce qu'ils sont objectivement en train de faire. Tout se passe donc comme si la conduite effectivement tenue dans une situation précise était catégorisée, avec de nombreuses autres, de façon à donner du sens à l'action, ou si l'on préfère, à inscrire l'action dans un projet général dans lequel les gens vont pouvoir se reconnaître. Appliquée au phénomène du pied dans la porte, la théorie de Wagner et Wallacker permet de comprendre que le comportement préparatoire engage les gens dans un niveau d'identification donné, et pas seulement dans un acte particulier. Ainsi, lorsque dans l'expérience de Friedman et de Fraser, on demande à des ménagères de signer une pétition sur le thème de la qualité de l'environnement, celles-ci pourront-elles volontiers considérer cet acte comme un acte militant ? Je défends une bonne cause. Ayant identifié de cette façon leur action, on peut se concevoir qu'elles soient ultérieurement enclines à effectuer d'autres actes militants, à défendre d'autres bonnes causes. Par exemple, la sécurité routière, qui en est une. On peut par ailleurs augmenter l'efficacité de la technique du pied dans la porte, en aidant les gens à identifier le comportement préparatoire à un niveau élevé. On y parvient, par exemple, en utilisant un étiquetage dont la fonction n'est pas autre que gratifier la personne qui vient d'être engagée dans un comportement préparatoire d'une qualité abstraite, psychologiquement ou morale. Cet étiquetage peut passer par une phrase comme « J'aimerais rencontrer plus de gens comme vous, prêts à se mobiliser pour les bonnes causes ». La fonction de l'étiquetage est donc d'aider la personne à identifier son action au niveau recherché, celui qui lui permettra d'identifier de la même façon l'acte préparatoire et le comportement attendu. Mais l'étiquetage peut avoir d'autres fonctions, spécialement utiles pour un manipulateur. Nous y reviendrons ultérieurement, chapitre 6, chapitre 7. Pour en finir avec les maisons de campagne de votre cousine Aphrodite, le spécialiste en pied dans la porte sera donc en mesure de vous proposer un grand nombre de comportements préparatoires, entre lesquels il vous faudra bien sûr choisir. Pour notre part, et quitte à nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, nous vous suggérons d'amener votre parente à vous prêter en toute liberté, 2 ou 3 jours avant que vous ne lui demandiez d'avoir la gentillesse de mettre sa maison de campagne à la disposition de votre club, la vieille fourgonnette verte de sa ferme, fourgonnette dont personne ne se sert pratiquement jamais. Sous quel prétexte ? Pourquoi pas le transport du matériel vidéo de votre club ? Un conseil ? Ne manquez surtout pas d'assortir vos remerciements les plus sincères. Lorsqu'elle vous dira oui, d'un étiquetage assez fin, du genre « Ah cousine, si tout le monde pouvait être aussi serviable que toi ». Cet étiquetage pourrait bien vous être utile à une autre occasion. Ne craignez rien, sauf à être psychologiquement construite dans la haine d'autrui, elle acceptera avec délectation cette belle image d'elle-même. Ça c'est pas très bien. Il est en train de me dire, voilà comment vous pouvez manipuler les gens, vous jouez sur leur ego, ça marche. C'est pas cool, c'est pas bien. Faut pas manipuler les gens. Faites pas ça les gens. Soyez plus naturel, ça vous fera du bien. En vrai. En vrai, ça vous ferait du bien. Ça nous ferait du bien à tous, aussi nombreux que nous sommes. Bon. Excusez-moi. Hop. On va continuer. Si nous pouvons pas vous garantir que cette manipulation vous permettra à tous les coups d'arriver à vos fins, nous pouvons en revanche vous garantir qu'elle vous permettra d'augmenter la probabilité que vous y parveniez. Rien n'est en effet mécanique en sciences humaines, et nous sommes contraints de nous en tenir au langage des probabilités. La technique du pied dans la porte est efficace en ceci qu'elle augmente vos chances de réussir, ce qui ne veut évidemment pas dire que vous ayez 100% de chances d'y parvenir. Le praticien doit accepter cette réserve, surtout lorsqu'il travaille auprès des personnes individualisées, comme c'est le cas des psychologues ou cliniciens. Il reste que, même là, le pied dans la porte peut s'avérer d'un grand secours. Sharkin, Mahalik, Claiborne, en 89. À chaque fois quand je vous donne des noms d'auteurs et une date, c'est parce qu'ils font référence à des études. En fait, les études en l'occurrence que je vous donne les auteurs et l'année. Pour justement vous permettre notamment d'aller chercher. Il y a une énorme bibliographie derrière le livre, parce que ils sortent pas ça de leur tête comme ça en claquant des doigts, loin de là. Et du coup c'est pour vous permettre éventuellement, si vous êtes curieux sur certaines thématiques, d'aller rechercher les expériences en question qui ont traité de ces questions-là, tout simplement. Le pied dans la porte avec demande implicite. Les différentes expériences évoquées jusqu'à présent concernent toutes le phénomène de pied dans la porte classique, dans lequel le comportement attendu fait l'objet d'une requête explicite.
C'est par cette technique que Madame O avait été amenée à distribuer des tracts un samedi après-midi à la demande explicite du secrétaire du comité de défense de l'environnement, Monsieur André Fenouillère. Mais on se souvient que Madame O avait aussi effectué de sa propre initiative cette fois une bonne action consistant à aider une hôtesse de supermarché à ramasser la rame de prospectus qu'elle avait laissé choir. Nous avons appelé pied dans la porte avec demande implicite cette variante du pied dans la porte, dans laquelle il n'est plus explicitement demandé à quelqu'un de réaliser le comportement escompté, l'opportunité de le tenir lui étant seulement offerte. Ici encore, de nombreuses recherches attestent de l'efficacité de cette nouvelle forme de pied dans la porte. Ainsi, dans une expérience conduite par Uranowitz en 1975, un premier expérimentateur demandait à des ménagères californiennes en train de faire leurs courses dans un centre commercial de surveiller son sac de provisions. Il justifiait sa demande en précisant à certaines qu'il devait retourner sur ses pas pour essayer de retrouver le billet d'$1 qu'il venait soi-disant de perdre. Avec d'autres, il prétextait avoir perdu un portefeuille contenant beaucoup d'argent. En procédant de la sorte, l'expérimentateur assortissait sa demande tantôt d'une faible justification, un simple $, tantôt d'une forte justification, un portefeuille plein d'argent. Cette demande satisfaite, l'expérimentateur disparaissait un moment avant de revenir avec le $, ou le portefeuille prétendument perdu. Exit du premier expérimentateur. Un peu plus tard, un paquet tombait, apparemment fortuitement, du sac de provisions d'un second expérimentateur, ce dernier feignant de ne rien remarquer. Les ménagères allaient-elles intervenir pour lui signaler sa perte, ou au contraire, allaient-elles faire comme si elles n'avaient rien vu? En l'absence de tout comportement préparatoire, c'est-à-dire lorsqu'un service préalable ne leur avait pas été demandé, condition contrôle donc de 35% seulement des ménagères qui alertent leur second expérimentateur. Il y eut par contre 80% des ménagères ayant préalablement gardé le sac à provisions de quelqu'un, prétendant avoir perdu $1, condition de faible justification. L'écart entre 35% et 80% illustre l'efficacité du pied dans la porte, avec demande implicite. Chose remarquable, les ménagères ayant accepté de garder le sac de provisions de quelqu'un ayant soi-disant perdu son portefeuille, condition de forte justification, ne fut guère plus nombreuse que celle de la condition contrôle. À réagir, seulement 45%. Ça c'est intéressant du coup. C'est-à-dire que quand la personne qui te demande un service, elle le fait pour une très très bonne raison, très lourde, en l'occurrence j'ai perdu mon gros portefeuille avec tout mon argent, eh ben, ça semble logique et normal de rendre le service. Par contre, ça ne nous engage pas dans ce service. On retombe un petit peu sur ce qu'on vous disait avec l'escalade d'engagement. Si à la base, on vous contraint à faire un premier acte, l'escalade d'engagement ne se met pas en place. S'il y a une forte justification à pourquoi vous avez fait le premier acte, par exemple, on vous a payé très très cher pour faire ce premier acte, vous n'êtes pas engagé. Parce que votre cerveau, il va vous dire, mais attends, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait cette raison-là très particulière, là sur le coup, de le faire. Donc en fait, c'est pas que j'ai envie de faire cet acte, c'est juste normal, puisque on m'offre beaucoup d'argent, parce que là, quelqu'un a perdu beaucoup d'argent. A contrario, encore une fois, on tombe sur le même mécanisme de s'il y a peu de raisons d'avoir répondu à la demande, là, quelqu'un a perdu juste $1, bon, il veut le chercher, bon, bah soit, on est gentil, on dit d'accord, on attend, mais c'est que pour $1, on n'a pas vraiment de raison d'avoir dit oui. Rationnellement, notre cerveau va nous dire, mais c'est parce que t'es quelqu'un de bien, c'est parce que t'as choisi de dire oui. Et donc c'est là où on va s'engager dans l'action, c'est là où on va s'engager vraiment dans ce processus. Et c'est ça qui en fait un truc qui est ultra intéressant. C'est ça qui fait vraiment un truc ultra intéressant. Enfin, je trouve. Je continue. Nous trouvons là matière à perfectionner notre compréhension du processus d'engagement. La différence entre les deux conditions expérimentales ne tient pas à l'acte préparatoire en tant que tel. Dans les deux cas, il s'agit de surveiller durant le même nombre de minutes le même sac appartenant à la même personne. Elle tient à la justification que le premier expérimentateur s'est plu à fournir de cet acte. Tout se passe comme si une forte justification équivalait à une forte pression. Les sujets d'Uranowitz pouvaient penser qu'il ne leur était guère possible de refuser d'aider quelqu'un qui venait de perdre son portefeuille. A l'inverse, une faible justification correspond à une faible pression, les sujets pouvant alors penser qu'ils auraient pu tout aussi bien refuser de rendre le service demandé. Aussi, les premiers ne sont-ils pas vraiment engagés par leur acte d'entraide, alors que par contre, les seconds le sont.
Sur la base de la théorie de l'engagement, on peut donc comprendre que les sujets pas ou peu engagés, condition portefeuille, se comportent par la suite comme ils l'auraient fait spontanément, ou presque. Et les sujets engagés, condition $1, sont davantage portés à rendre un nouveau service lorsque l'opportunité s'en présente. Mais notre compréhension du processus d'engagement ne sera complète que lorsque nous saurons que, dans une condition expérimentale comme dans l'autre, tous les sujets, sans la moindre exception, acceptèrent de garder leur sac à provision du premier expérimentateur, ce qui montre bien, et dans un contexte différent de celui évoqué dans le chapitre précédent, que le sentiment de contrainte ou de choix que les sujets ont pu ressentir dans ces deux conditions n'est pas cause déterminante de leur acceptation. Cette acceptation implique une toute autre causalité qui, à la vérité, ne doit pas être très mystérieuse, qui pourrait renvoyer à ce que la vieille psychologie sociale appelait en son temps des règles sociales, des normes, et que la psychologie cognitive aujourd'hui appelle des scripts ou des scénarios. Bref, à ce que nous appellerons pour notre part des modèles impérieux de conduite. Modèles qu'il est difficile de transgresser sous peine de rétorsions diverses. Ne serait-ce ici que les mauvais regards de la caissière, les clientes ayant assisté à la scène. Vous pouvez arrêter de faire du bordel? Je sais que vous jouez, ok, d'accord, soit. Mais calme. Calme les chats. Ok? Ils sont adorables, hein, mais ils sont en train de se mettre des taquets de ouf. D'ailleurs, on le voit à moitié sous mon bras. Ça suffit un peu? Ça y est, on est calmé? Ah. C'est des coquins, c'est des coquins. J'en étais... Qu'il y ait des circonstances dans lesquelles la soumission à de tels modèles s'accompagne d'un engagement en tout point semblable à celui que provoque le sentiment de libre choix est un mystère qui n'a pas fini de captiver les psychologues sociaux. Donc là, en fait, sur cette partie, il revient exactement sur ce que je vous disais juste avant, bon, avec un peu plus de bagage que ce que je vous en ai donné à la base. Mais du coup, c'est intéressant, c'est grave intéressant, parce que il vous explique ce que je vous ai dit, et il revient notamment sur le fait que à la base, il y a des règles sociales auxquelles on est obligé d'obéir, de répondre, et que c'est ça qui va un peu conditionner notre comportement, qu'on en ait conscience ou pas. On va implicitement savoir que là il faut faire ça, et donc on va faire ça. Et ça c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Après, ils reviennent quand même sur l'idée qu'il y a quand même ce sentiment de libre choix qui reste un petit peu mystérieux, puisque dans telle situation, on a conscience qu'on n'a pas le choix. Dans telle autre situation, on n'a pas conscience qu'on n'a pas le choix. Et pourtant, on n'a pas le choix. Et du coup, dans la première condition, comme on a conscience qu'on n'a pas le choix, on s'engage pas. On est en mode, non, de toute façon, j'avais pas le choix, c'est comme ça. Et à contrario, dans la condition où du coup, on n'a pas conscience qu'on n'a pas le choix, on se sent engagé, puisqu'on pense qu'on l'a fait et on croit en toute bonne foi qu'on l'a fait de notre propre envie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le mystère reste sur le qu'est-ce qui change ça? Qu'est-ce qui change que là on a conscience du poids de la société et là on n'a pas conscience du poids de la société? Parce que dans les deux cas, le poids est là, le principe est présent, qu'on n'a pas le choix. Et ça reste très particulier, et en sciences sociales on a encore un peu du mal à définir qu'est-ce qui permet là de comprendre que là t'as pas le choix, et là de pas le comprendre que tu n'as pas le choix. Ça reste quand même un mystère. J'ai un peu froid, j'ai passé un pull parce que il fait frais. Il fait frais, voyez-vous. J'espère que vous allez bien, parce que je vois que vous parlez pas, hein, vous êtes tout calme. Hein. Je sais pas combien vous êtes, parce que ça y est, j'ai enlevé le visuel du nombre de gens, que ça me déprime. mais du coup, je sais pas combien vous êtes, je sais pas si vous êtes toujours là, si je suis tout seul. Parce que si ça se trouve, je parle comme un con et en fait, il n'y a que moi et mes chats pour m'entendre. Mais du coup, mes chats, je crois qu'ils m'écoutent pas beaucoup. Je pense qu'ils en ont un peu rien à péter. Surtout qu'ils sont en train de jouer à faire les cons là derrière. Vous arrêtez pas, hein. Non, ils arrêtent pas. Tiens, petits coquins. Ils sont mignons, mais c'est des vrais petits coquins. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'aurai moins froid. J'aurai moins froid. Ah. Et du coup, on va pouvoir relancer. Du coup, n'hésitez pas à marquer hein, si vous êtes vivant ou si vous n'êtes pas là. Je resterai seul. Et c'est triste. C'est un peu triste. Peut-être que toi, fougère de YouTube, tu es plus nombreuse. Peut-être que toi, tu es là. Peut-être que tu marques des commentaires pour dire non, mais c'est cool. Hein. Parce qu'en vrai, lire un livre, c'est cool. Hein, mais s'il y a personne pour l'écouter, c'est un peu con. Mais bon, bref.
Le pied dans la porte avec demande implicite apparaît donc comme une technique efficace, même si, dans les recherches, elle ne met en jeu que des comportements relativement peu coûteux. Aider un maladroit à ramasser la rame de brochure qu'il a laissé choir, signaler à quelqu'un qu'il vient de perdre quelque chose, intervenir dans une conversation pour rectifier une erreur qui risque de faire perdre du temps à l'un des interlocuteurs, etc. Des comportements qui sont certes peu coûteux, mais qui sont tenus d'ordinaire par une minorité de gens. Les sujets sont habituellement de simples kidam. Il peut s'agir de ménagères en train de faire leurs courses, d'étudiants qui traînent dans les couloirs de l'université, des promeneurs dans les rues, dont on a obtenu dans un premier temps qu'ils rendent un petit service, garder les affaires d'un inconnu durant son absence, indiquer une direction, signer une pétition, donner l'heure. Ces comportements, les comportements préparatoires, mais aussi les comportements attendus, sont donc des plus ordinaires. Ils sont de ceux dont on ne se souvient même plus le soir venu. S'agissant d'obtenir des comportements tels que ceux qui viennent d'être évoqués, mais aussi d'autres, comme aider une personne âgée à traverser la rue, pousser une voiture pour la faire démarrer, faire l'aumône, etc. Vous voulez bien arrêter de faire des bêtises, s'il vous plaît? Hop. Ils sont relous ces chats. Je disais donc, faire le mono, etc. Le pied dans la porte avec demande implicite nous semble présenter un avantage sur le pied dans la porte classique. En recourant à la technique classique, le manipulateur se doit d'être prudent, la suspicion de l'individu pouvant toujours être éveillée par la succession de deux requêtes. Ce n'est plus le cas lorsque on a recours à la technique avec demande implicite, dans la mesure où le comportement attendu ne fait l'objet d'aucune sollicitation. Classique, ou avec demande implicite, le pied dans la porte à bien le maîtriser doit être tenu pour une grande technique de manipulation. Chapitre 7. Mais il est temps maintenant de nous intéresser à une grande technique de la manipulation, la technique de la porte au nez. Cette technique se démarque fondamentalement du pied dans la porte, le comportement préparatoire ne passant plus par la satisfaction d'une petite requête, mais par le rejet d'une grande. Et voilà, chapitre fini. En vrai, on va peut-être s'arrêter là pour le chapitre du coup. On va faire des VOD par chapitre, en vrai, ça serait pas mal. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc du coup, on va s'arrêter là pour cette petite VOD. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment sur cette rediffusion qui a duré un peu plus d'1 heure du coup. Et puis, à bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.